Vidéo flop de l'année 2024. C'est la première fois que je fais vraiment une vidéo dédiée aux flops, aux lectures qui m'ont un peu déçu cette année en termes de nouveautés et en termes de réédition. D'habitude, je faisais juste une vidéo top, mais là, je me suis dit, il y a eu beaucoup de lectures marquantes qui m'ont déçu et j'avais vraiment de quoi faire une vidéo dédiée à ça. Le seul truc qui m'embêtait avec ce format-là, c'est que je dénigre un peu des œuvres, de travail de personnes qui ont travaillé vraiment dur pour faire une œuvre, faire ces tomes-là, faire ces séries. Donc je me suis imposé une contrainte, c'est que pour chaque déception de ce top 10, je dois donner un point positif. Et vu que c'est une vidéo top 10, pour pas qu'il y ait de confusion, le 10e est moins grosse déception, alors que le premier, le top 1, est l'une de mes plus grosses déceptions. Je pense que tu as toutes les infos qu'il te faut, c'est parti pour le top 10 de cette vidéo. Allez, on commence très fort en top 10 avec Dark Souls Redemption, le tome 1. C'est l'une de mes belles déceptions de l'année parce que tout simplement j'en attendais un petit peu de ce manga, je l'avais feuilleté, je voyais que les dessins étaient sympathiques, c'était vraiment graphiquement intéressant. J'ai lu le manga, il s'est absolument rien passé. Déjà le manga est assez cher ici au Canada, j'ai plus le prix en tête mais ça avoisine quasiment les 20$. Donc il y a un truc avec le distributeur parce qu'en France, vous, le prix il est quand même honnête, mais moi vraiment ça m'a coûté un bras et le tome se lit en littéralement 20 minutes. Voilà, c'est un des tomes les plus rapides que j'ai lu cette année et franchement il s'est absolument rien passé. L'histoire je l'ai pas trouvé si originale que ça. Vraiment c'est une énorme déception. Le point fort de ce manga ça va être vraiment au niveau graphique parce que comme je te l'ai dit en début, les dessins sont vraiment beaux. Si tu feuilletes le manga comme ça en rayon, tu dois dire mais c'est vachement intéressant. Puis même au niveau de la couverture, je trouve qu'elle est vraiment sympathique. Donc voilà, moi je l'ai pris, je me suis dit, ah voilà, je suis un peu fan de Dark Souls, j'adore le lore aussi autour de Dark Souls et de Elden Ring, vraiment, je me suis bouffé des vidéos lore à plus savoir quoi en faire, vraiment, j'adore ça, que ce soit dans YouTube francophone ou anglophone, je suis quasiment toutes les chaînes, et dès qu'il y a une vidéo, je suis dessus, et voilà, c'est un lore qui est très complexe, et c'est un jeu qui est très peu avare en informations, voilà, pour chercher les informations, c'est dans les objets. Bref, c'est assez compliqué. Alors là, je me suis dit, un manga pour en apprendre plus sur le lore de Dark Souls, ça va être bien, mais il s'est rien passé. Et je pense que la plupart des gens qui ont lu Dark Souls Redemption n'ont pas spécialement apprécié aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. Top 9, voilà, et je sais qu'il va faire un petit peu parler, mais avant ça, laisse-moi te dire de t'abonner à la chaîne YouTube. Là, il me manque 400 abonnés pour avoir les 40 000 abonnés. Donc voilà, si on peut avoir les 40 000 abonnés en décembre, ça peut être incroyable. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos qui sont pas forcément abonnés, donc n'hésitez pas à vérifier et vous abonner. Franchement, ça ferait super plaisir. Et voilà, 40 000 abonnés, c'est pas rien, donc pourquoi pas. Allez, surtout si vous regardez les contenus de manière régulière. Et voilà, en plus, la prochaine vidéo, ce sera le top de 2024. Donc en principe, si celle-là t'intéresse, la prochaine, tu veux pas la louper. Donc le top 9 de cette vidéo, c'est le manga Instinct. Le fameux manga d'Inoxtag, qui n'est pas le manga d'Inoxtag. Il y a 3 personnes qui sont quand même derrière ce projet. Alors c'est pas un manga que j'attendais forcément, parce qu'il a été annoncé en milieu d'année, et qu'en plus de ça, il est arrivé très vite. Donc ça c'est cool d'annoncer un projet et pas attendre 3-4 ans avant que ça sorte. Donc vraiment annoncer le projet, boum, 1 mois ou 2 mois après, ça sort. Ça j'ai trouvé ça sympathique. Tout ce qui était autour du manga, c'était vraiment cool, les précommandes, les trucs collector, enfin les coffrets collector, la communication aussi de faire une vidéo au Japon. Bref, moi franchement, la promotion qui encadrait Instinct était vraiment bonne, avec aussi cette animation qui pouvait porter à confusion. Donc j'ai vu certains penser que c'était un animé, tout ça, mais les gars, un animé à sortir en France de manière indépendante, faut pas rêver. Mais voilà, il y a eu quelques petites confusions. À part ça, franchement, rien à dire sur la sortie du manga. Enfin, sur le marketing, tout ça, c'était vachement bien marketé. Et ça n'a pas été non plus vendu comme le manga qui allait tout casser. C'était plus, voilà, le manga. Enfin, voilà, je suis passionné de manga. Je rêve d'en faire un. J'ai pu le faire accompagné de personnes qui sont eux aussi passionnées. Let's go, Instinct. Tu vois, donc ça, franchement, c'est cool, c'est un des points positifs. Maintenant, si je me concentre sur l'œuvre, c'est beaucoup trop classique par rapport à tout ce que j'ai lu. C'est vraiment, c'est méchant ce que je vais dire, mais si tu demandes à une intelligence artificielle de te produire un scénario basé sur les shonen neketsu qu'on a tous lu, Hunter x Hunter, Bleach, Naruto, One Piece, bah il va te sortir quelque chose d'à peu près similaire parce que tu as tous les codes qui sont répétés. Il n'y a pas forcément ce truc original qui fait que waouh, Instinct se démarque des autres. Donc c'est vraiment ça qui m'a déçu. Je me suis dit, ok, en France, on a beaucoup de mangaka français qui justement essaient de casser ces codes. Et vous allez le voir dans la vidéo top 2024, il y a un manga français qui m'a vraiment marqué. Et justement parce qu'il casse ces codes qu'on a l'habitude de voir et ça fait vraiment du bien. Donc là,
tant qu'à faire quelque chose, autant faire quelque chose qui casse les codes. Surtout que voilà, ils ont les moyens pour le faire. Ils ont été suivis par une maison d'édition. On sait que c'est un manga qui va être suivi. Aller un peu plus loin. Vraiment, c'est ça. C'est ma seule déception parce que je me suis dit, ok, j'ai fermé le tome 1. Probablement que je lirai la suite. Mais franchement, il s'est rien passé de vraiment intéressant. Donc voilà, moi c'est là où est ma déception, mais il faut pas non plus oublier que c'est un manga un peu amateur, enfin parce que c'est le premier projet du dessinateur, du scénariste, même Inoxtag c'est son premier projet manga. Donc t'as beau lire beaucoup de mangas, tout ça, mais frère, un manga c'est vraiment quelque chose de difficile. Donc déjà, bravo à eux d'avoir finalisé ce projet, ce tome 1, c'est vraiment pas simple, faut s'en rendre compte, c'est pas simple de faire un manga, de faire un tome 1. Donc déjà, bravo à eux. Mais voilà, moi en tant que lecteur de manga, si je mets tout ça à côté et que je me concentre uniquement sur l'œuvre, c'est pas le manga qui qui va me donner des frissons ou quoi que ce soit. Par contre, je suivrai avec attention le projet et vraiment ça fait plaisir pour eux que ça marche très bien, je suis vraiment content pour eux. Au niveau des points positifs, donc oui, il y a toute la campagne marketing autour qui est vraiment bien ficelée, bien faite, mais aussi au niveau des visuels, le dessin est vraiment stylé des fois. Il y a vraiment des visuels bien, que je trouve très original quand même si je dis que le scénario est pas original, au niveau des visuels, des thématiques, il y a vraiment des choses qui sont vraiment bien, qui sont stylées, qui sont belles. Pas au niveau du trait en lui-même, mais vraiment au niveau de la composition, des bulles, des choses comme ça. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment des visuels bien sympathiques. Je vous les mettrai pour la plupart ceux qui m'ont marqué dans la vidéo. Top 8, Shin Kirari, derrière le rideau, la liberté de Murasaki Yamada. C'est un manga qui m'avait été conseillé, enfin il m'a pas été conseillé, mais j'ai regardé une vidéo de la capsule manga qui l'avait présenté, qui me l'avait, en tout cas qui le pitchait super bien. C'est tout simplement la vie d'une femme au foyer dans un Japon, voilà, pas forcément très contemporain, donc un Japon des années 1900 et quelques. Et donc on a vraiment la peinture de la vie d'une femme qui est complètement voilà, laissée pour compte. Voilà, son mari il va au travail, il la trompe, il fait des trucs et tout, mais de toute façon c'est lui qui ramène l'argent à la maison. Puis elle, on a cette femme qui s'occupe du foyer, s'occupe de son mari quand il rentre, s'occupe des enfants, s'occupe de leur éducation, mais qui n'a pas forcément de choses qui la valorisent dans son travail. Elle n'a pas de salaire, elle n'a pas que ce soit, elle dépend vraiment de son mari. Et donc on va avoir voilà quelques scénettes de vie un peu poétiques autour de cette vie-là. Et donc je trouve ça vachement original. C'est un sujet qui est peu abordé. Vraiment ça c'est un très gros point positif pour Shin Kirari. Le seul truc c'est que voilà, c'est que quand je finis ce tome-là, il y a rien qui me marque, il n'y a rien qui me donne envie de le relire, qui me donne envie de le partager en vidéo, voilà, j'ai pas forcément d'émotion spécifique. Je salue le sujet traité et la façon dont il est traité qui est vraiment très belle et c'est bien de souligner ça. Mais en tant que lecteur de manga, c'est pas forcément le genre de récit qui va me marquer et c'est ok, c'est vraiment pas un manga qui est fait non plus pour marcher. Vraiment, quand tu vois le sujet, ça fait pas rêver et beaucoup de gens ne vont pas le lire et ça s'adresse probablement à un lectorat beaucoup plus âgé que la normale, que les gens qui peuvent lire des shonen, etc. Donc oui, c'est pas un manga qui est fait pour marcher, donc c'est correct que moi, c'est pas quelque chose qui m'emballe. C'est vraiment pas le but du manga. Mais voilà, Shin Kirari, ça m'embête un peu de le mettre en flop parce que c'est pas un manga qui a performé cette année, donc voilà, mais je me dis qu'en faisant cette vidéo, peut-être que oui, moi ça va pas me plaire, mais il y a quelques personnes d'entre vous qui vont être intéressées, qui vont être curieux, qui vont vouloir l'acheter, donc voilà, ça fait plaisir. Si c'est le cas, c'est pour ça que je fais cette vidéo notamment, parce que je sais que même si c'est dans les flops, ça peut peut-être vous intéresser. Top 7, She Wasn't a Guy. Un manga qui va dépeindre un peu une amourette qui va se créer entre deux jeunes filles. Tu t'en doutes, She Wasn't a Guy, ça veut à peu près dire ce n'était pas un mec. Sous-entendu, c'est une fille. Parce qu'en fait, on va avoir une fille qui va rencontrer un vendeur de disques vinyle, je crois, ou de disques tout court, et elle va avoir un petit coup de foudre, sauf que ce vendeur n'est pas vraiment un vendeur, c'est une vendeuse, et c'est même une fille qu'elle connaît puisqu'elle est dans sa classe. Donc il va y avoir un peu ce jeu de romance, voilà, elles vont se découvrir un peu une relation, même si au début c'est pas forcément une relation amoureuse, mais on sent qu'il y a un petit jeu de séduction entre elles, mais elles savent pas trop comment se comporter parce que c'est deux filles, donc elles sont pas normalement amenées à s'aimer, donc il y a un petit jeu de séduction, mais d'interdit, mais aussi d'incompréhension et de découverte de leur, je sais pas, de leur sexualité, de plein de choses à ce niveau-là, donc c'est vachement intéressant d'aborder ce sujet-là. Le truc qui m'a pas vraiment plu, c'est plus le format. Le format de She Wasn't a Guy est vraiment très difficile à lire, pour ne pas dire illisible pour moi. Vraiment, c'est hyper dense, il y a des motifs de partout, les visages sont partout, ça se balade, les cases sont complètement
déstructuré, donc c'est très original. C'est même un des points forts du manga, c'est que c'est vraiment original avec ce Pantone, ce vert qui est répété un peu partout, de la couverture, mais aussi à l'intérieur du livre, comme tu peux le constater. Ça, c'est vraiment chouette parce que ça donne des visuels très sympathiques, mais à la lecture, je trouve ça vraiment illisible. Et enfin, illisible, je suis méchant en disant ça, mais je trouve pas ça forcément agréable à lire. Et bah, moi, je cherche des choses où c'est agréable. Hein. Donc l'histoire a beau être intéressante, ah ouais, franchement, la structure m'a complètement sorti du manga. Je lirai probablement pas la suite de Shibuya no Gai, alors que c'est un manga qui a super bien marché. Je crois au niveau des ventes, c'est un des tops de 2024 en termes de nouveautés. Donc bah, je suis très content. Voilà, moi, un manga qui marche, je vais pas rager dessus. Hein. C'est vraiment, je suis content que ça a trouvé son public. Moi, Alexis, en tant que lecteur, j'ai pas apprécié. Top 6, Onigoroshi. Onigoroshi. C'était une grosse déception cette année parce que j'en attendais beaucoup, parce que voilà, on n'avait plus Gannibal chez Meian. Gannibal, série de cœur, série que j'adore vraiment, j'ai une dédicace de l'auteur, d'ailleurs merci Yerim pour m'avoir dégoté cette dédicace, merci à Meian aussi d'avoir facilité le tout. J'adore Gannibal, c'est vraiment, voilà, ça sera à jamais dans ma mémoire de lecteur, donc fallait qu'il y ait une suite à Gannibal, enfin une suite, fallait qu'il y ait un successeur, et le successeur désigné c'était Onigoroshi. Et quand j'ai commencé Onigoroshi, voilà, j'avais Gannibal en tête, et bon, oui, l'histoire c'est pas du tout la même, mais je m'attendais pas à avoir une histoire de cannibale, évidemment, mais je m'attendais à avoir quelque chose d'aussi intéressant. Le fait est que non, vraiment Onigoroshi, moi ce qui m'a perturbé c'est le nombre de personnages introduits à la seconde, je m'y perdais vraiment, les clans, les choses comme ça, c'est quelque chose qui m'embête quand je lis par exemple des mangas de samouraï, parce que voilà, il y a tel clan, tel nom, et c'est très dur de tout retenir à chaque fois, et je m'y perds un peu, mais pour Onigoroshi, j'ai l'impression que c'était encore plus difficile pour moi de vraiment situer tous les personnages et tous les clans. Et en plus de ça, je trouve qu'il y a beaucoup trop de violence sexuelle aussi, beaucoup trop gratuite et balancée comme ça, que bah, ça m'a un peu dégoûté de tout, enfin de la série au global. Donc. Et donc, la violence, puis ajouter à ça le problème avec les noms pour suivre le manga, ça fait que en 3 tomes, j'ai drop le manga, je veux plus continuer parce que ça m'a pas plu. En point positif, graphiquement c'est impressionnant, vraiment, il y a vraiment un style Onigoroshi que tu retrouves pas ailleurs, donc le manga se démarque vraiment de son style graphique, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont quand même aimé Onigoroshi, donc bah, tant mieux pour vous, mais pour moi, c'est mort. Top 5 Fermat Kitchen de Yugo Kobayashi, qui a notamment fait Aohashi. Tu dois reconnaître, là tu vois au niveau du style des chara-design, on est sur quelque chose c'est Aohashi quoi, enfin c'est le même chara-design. Et pour l'histoire, on est à peu près sur la même chose, puisqu'on va être sur un jeune qui a une passion pour la cuisine et qui va amener cette passion à un autre niveau et qui va être même découvert par un chef cuisinier qui va le prendre sous son aile et qui va le rendre vraiment fort dans la cuisine. Donc c'est quasiment un copier-coller de Aohashi à ce niveau-là. C'est ce qui m'a un petit peu déplu. Je me suis dit, bon, bah tant qu'à faire, parce qu'il dessine Fermat Kitchen et Aohashi en parallèle, même s'il se concentre plus sur Aohashi, mais voilà, c'est vraiment un manga qui dessine en même temps. Et je me suis dit, tant qu'à faire, fais quelque chose de complètement différent. Alors oui, c'est de la cuisine et pas du football, mais si c'est pour avoir un copier-coller de Aohashi en mec qui fait de la cuisine, bah, je trouve pas ça intéressant. Donc moi, ça m'a un peu déplu à ce niveau-là. Même si il y a ce côté original, et ça c'est le point positif de l'œuvre, c'est que il y a une approche différente de la cuisine qu'on peut voir d'habitude, parce que là, il va y avoir une approche très mathématique, très scientifique, très cadrée de la cuisine, donc qui est vachement intéressante à suivre. Mais voilà, mathématiques, cuisine, je sais pas, je trouve pas ça vraiment fou. Je préfère me concentrer sur Aohashi, voilà. En top 4, et là on commence à avoir des grosses déceptions, c'est vraiment... Faut comprendre, déception, c'est des mangas auxquels j'avais vraiment des attentes, et ces attentes n'ont pas su être comblées. Et on a Dracula, #DRCL, qui est sorti cette année par Shinichi Sakamoto, qui a notamment fait Ascension, un manga de cœur. Donc voilà, j'avais lu Ascension, j'avais pas lu toutes ces autres séries, et donc j'attendais quand même Dracula, parce que graphiquement, ça avait l'air vraiment fou. Enfin, ouais, ce noir, ce rouge, le chara-design des persos, il y avait vraiment un aura qui se dégageait de ce manga, donc t'avais vraiment envie de t'y plonger dedans. Le problème, c'est que il s'est rien passé à ma lecture. Actuellement, je suis au tome 3 ou au tome 2, je sais plus. Je pense que je suis au tome 2. Non, je suis au tome 3. Bref, je suis assez avancé. Enfin, j'ai lu la plupart des tomes qui sont sortis de Dracula, et il s'est pas passé grand-chose lors de ma lecture. Je trouve que la narration qui est pas mal décalée, parce qu'on va suivre plusieurs personnages sur plusieurs temporalités, on te balade un petit peu. Des fois, il y aura des chapitres quasiment sans bulle, où il y aura vraiment juste...
voilà, quelque chose qui va être amené de façon lyrique, poétique, avec des envolées. Alors oui, les dessins sont magnifiques, tout ça, mais au niveau de la lecture, je trouve pas ça franchement agréable. C'est dur à suivre et des fois on a du mal à comprendre où l'auteur veut nous emmener. Et donc moi, ça m'a un petit peu perdu. Je le lis et je vais continuer à le lire par contre parce que t'as envie de savoir quand même ce qui se passe. Les dessins sont vraiment beaux. Il y a une ambiance quand tu lis Dracula qui est vraiment sympathique. Mais la façon dont est narrée l'histoire, je trouve ça complètement décalé et ça m'intéresse pas. Donc voilà, point fort, c'est facile à dire, mais oui, les dessins sont magnifiques. C'est quand même très très beau. Enfin ouais, il y a pas grand chose à dire. C'est un des meilleurs mangas en termes de dessin. Enfin, c'est un des meilleurs mangaka en termes de dessin, je trouve. Il a vraiment son style à lui. C'est magnifique. La narration, j'ai pas aimé. Top 3, et là on rentre avec un manga que j'ai lu vraiment récemment, Tokyo ces jours-ci, de Taiyo Matsumoto. Matsumoto. J'ai lu cette année, pour la première fois, mon premier Taiyo Matsumoto avec Ping Pong. J'ai complètement adoré. J'ai adhéré à l'histoire, j'ai adhéré au style de dessin qui est, oui, particulier, mais dans Ping Pong, c'est fou, vraiment, quand t'as des confrontations de Ping Pong, je trouve que c'est vraiment de la folie. Mais voilà, pour Tokyo ces jours-ci, c'est vrai que je me suis un petit peu ennuyé dans cette histoire de ce mangaka, de cet éditeur de manga qui est passionné par les mangas et qui est un peu, qui a un peu raté sa vie. C'est pas forcément le mec le plus qui a fait le plus d'argent dans cette industrie, c'est pas le mec le plus populaire. Il a une passion pour les mangas, mais il hésite un moment à l'abandonner. Mais il va se retrouver peut-être une passion et il va peut-être retrouver quelque chose à éditer. Je sais pas, enfin c'est intéressant de suivre la vue d'un mangaka sur le monde de l'édition, le monde du manga. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans un autre manga qui sera dans le top 2024. Voilà, si tu suis à peu près les vidéos, tu vois de quel manga je veux parler. Mais pour Tokyo ces jours-ci, je me suis un peu ennuyé, j'avais du mal à m'impliquer dans l'histoire. C'est un manga qui pue la clope, je sais pas. Je sais pas comment le décrire, mais je sais pas, en le lisant, ça pue la clope. C'est méchant ce que je dis, mais non, il s'est vraiment rien passé, et même au niveau des dessins. Alors je m'attendais pas à ce que ça soit aussi intéressant que Ping Pong, qui amène plus d'action, donc plus de mouvement, mais je m'attendais aussi à quelque chose de peut-être un peu plus au niveau des dessins, même si voilà, graphiquement, l'auteur propose vraiment quelque chose d'original et de sympathique. Donc voilà, en point fort, c'est un nouveau point de vue sur le monde de l'édition du manga, sur le monde du manga, par un mangaka chevronné, un mangaka qui a fait ses preuves, un mangaka beaucoup plus confirmé, beaucoup plus vieux aussi que les autres. Mais voilà, en termes de lecture, si je mets tout ça de côté, je mets tout le background de l'auteur, si je me concentre uniquement sur le manga, c'est un manga qui m'ennuie un petit peu. Alors à voir avec le tome 2 et le tome 3, parce que ça sera une série en 3 tomes. Voilà, j'attendrai de lire tout ça pour vraiment donner mon avis final sur Tokyo ces jours-ci. Le fait est que cette année, il y a juste ce premier tome qui est sorti. Mon avis pour l'instant, c'est que je suis un peu déçu. En top 2, et ça va peut-être en surprendre quelques-uns, mais on a Nine Pigs. Et oui, Nine Pigs n'est pas dans mes tops, mais il est dans mes flops, et en plus un flop 2. Parce que c'est un manga qui m'a beaucoup déçu. C'est un manga qui avait énormément de hype avant qu'il arrive en France. Voilà, tout le monde en parlait, j'exagère un peu, mais beaucoup de gens en parlaient dans la communauté manga très investie. Les gens, voilà, ils partageaient Nine Pigs, on veut Nine Pigs en France et tout ça, c'est arrivé. Donc moi, j'avais beaucoup d'attentes. Je me suis dit, attends, il y a beaucoup de gens qui en parlent, ça doit être assez intéressant. Effectivement, l'histoire est cool. On a ce jeune garçon qui, voilà, se bat beaucoup au lycée, qui, voilà, c'est un jeune furieux. Lui, il se laisse pas marcher sur les pieds, il veut vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui est un peu en dehors des codes. Et en fait, il va au moment se retrouver téléporté dans le passé, dans la même ville où il est, voilà, 20 ans en arrière ou je sais plus combien d'années en arrière. Et en fait, c'est une époque où il y a son père qui a à peu près le même âge que lui. Et donc il va découvrir son père d'un autre angle, parce qu'il s'est passé une dinguerie dans le présent. Et donc voilà, c'est un peu pour ça qu'il était téléporté dans le passé. Et en fait, voilà, ça je trouve ça vraiment intéressant qu'on va avoir deux jeunes garçons un peu style Furio, même si je sais pas si c'est forcément le bon terme, mais on va voir ces deux garçons qui vont s'entraider à s'en sortir dans une ville où il y a plein d'histoires entre les clans, entre les lycées et tout ça, donc il y aura de la baston. Et donc les voir se battre côte à côte, c'est vachement intéressant, surtout que y en a un qui sait que c'est son père, l'autre il sait pas que ça va être son futur fils, enfin c'est compliqué à expliquer. Donc ça c'est vraiment cool, les bastons c'est vraiment intéressant. Le seul truc qui m'énerve, c'est que on est un peu dans la même veine de Tokyo Revengers où les personnages sont forts pour être forts. Il n'y a pas vraiment d'historique de pourquoi il est fort, c'est vraiment yo, je suis le plus fort du lycée, voilà. Même le personnage principal, il est ultra fort, tout ça, mais on le voit pas s'entraîner, on le voit pas voir comment il a acquis cette force. Enfin,
vraiment les personnages maintenant ils sont forts pour être forts et voilà, et je sais pas, ça me dérange. Vraiment je lis ça mais je me dis attends mais normalement voilà, pour acquérir ce genre de force c'est pas facile, c'est vraiment quelque chose que tu obtiens avec le temps, avec le talent peut-être oui, mais avec l'entraînement, les choses comme ça, et vraiment t'en as une pix, tenez vous êtes fort, bah voilà, bravo à vous, c'est vraiment ça, et ça m'a un petit peu dérangé, donc j'étais un petit peu refroidi à la lecture du tome 2, où je me suis vraiment posé ces questions-là, et je me suis dit mais attends, on est un peu comme du Tokyo Revengers là, quasiment avec voilà ce retour dans le passé et des choses comme ça, donc c'est pas original à ce niveau-là. Les personnages se ressemblent oui un petit peu, et en plus sont forts pour être forts, enfin bref, je sais pas. Ninepix, un peu déçu avec toute l'attente qu'il y avait, tout le blabla qu'il y avait autour, ben j'en attendais un peu plus. Donc je continuerai l'œuvre, mais c'est une déception pour l'instant en 2 tomes. La plus grosse déception de cette année, c'est Welcome Back Alice de Shuzo Oshimi. Pourquoi je l'attendais ce manga? C'est parce que Shuzo Oshimi, j'adore les liens du sang. C'est le seul manga que j'ai lu du mangaka avant Welcome Back Alice. Mais les liens du sang, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Voilà, je m'en souviens encore de ma lecture. C'est un manga qui se lit rapidement, mais j'avais les 5 premiers tomes, j'ai lu les 5 premiers tomes d'une traite. Il me fallait la suite, je suis allé acheter la suite du 6 au 7. Le lendemain, je suis allé acheter encore la suite du 8 au 9, etc. etc. jusqu'à arriver à jour dans l'œuvre. Parce que bah voilà, j'aimais trop, ça s'enchaînait trop bien. L'histoire était vraiment intéressante à suivre, j'avais vraiment l'impression de lire quelque chose de très original que je n'avais pas lu avant. Donc tout ça, c'était vraiment énormément de points positifs, et je me suis dit, ok, là je vois Welcome Back Alice, c'était une histoire c'est l'histoire d'un triangle amoureux entre 2 garçons et une fille, et en fait ce triangle amoureux va être un petit peu déséquilibré, réinversé, quand l'un des garçons va transitionner et devenir une fille. Et donc là, il y a plein de choses qui rentrent en compte, il y aura plein d'enjeux, et forcément bah, le triangle amoureux est totalement bouleversé, les cartes sont totalement redistribuées. Ce que je n'ai vraiment pas aimé avec ce manga, c'est que c'est beaucoup trop intime sur plein de choses, sur la sexualité de jeunes gens, beaucoup trop jeunes, et donc j'avais l'impression un peu en lisant le manga de ne pas avoir ma place, d'être vraiment un peu trop intrusif sur la vie de ces jeunes adolescents. J'étais en mode bah attends, c'est un peu... je sais pas si j'ai trop le droit de lire ça, vraiment j'étais un peu malaisé à ce niveau-là. L'histoire aussi de tout ce qui est transition, tout ça, c'est intéressant d'amener ce sujet parce que voilà, c'est un sujet de société, mais moi personnellement, quand je lis ça, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai envie de lire ou qui est un sujet qui me passionne pour être honnête. Donc voilà, couplé avec cet aspect un peu intimiste que je n'aime pas, il y a beaucoup trop de points négatifs autour de l'œuvre. C'est du Shuzo Oshimi, donc en plus les tomes se lisent rapidement, donc voilà, tu lis vachement, ça se lit vachement rapidement et il se passe pas grand chose au final en 3-4 tomes. Je pense que j'ai lu les 4 tomes sortis à ce jour, et ouais, non, vraiment, je te dis, je pense que le dernier tome m'a un peu dégoûté. Je lirai probablement pas la suite, même si c'est une série qui se termine bientôt, là, vraiment en une année, Pika ont réussi à tout sortir. Donc ça c'est vachement intéressant comparé au lien du sang où c'est toujours pas fini. Donc Pika ont sorti Welcome Back Alice en 6-7 tomes en 1 an, alors que les liens du sang on a eu peut-être 1 ou 2 tomes entre temps. On va savoir pourquoi. Mais voilà, pour en revenir à l'œuvre, grosse déception parce que j'en attendais beaucoup. C'est un manga qui a été beaucoup aussi... qui était attendu par toute la communauté qui avait lu Les Liens du Sang. Je serais curieux d'avoir vos avis sur ce manga, peut-être c'est moi qui suis complètement à côté de la plaque, mais je retrouve vraiment pas la vibes Les Liens du Sang dans ce manga. Voilà, c'était tout pour mon flop de l'année 2024. Tu t'en doutes, mais la prochaine vidéo, ça va être tout simplement le top de mes meilleures lectures de 2024, de mes plus belles surprises, parce que vraiment, il y a eu des trop belles surprises et j'ai trop hâte d'en parler. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour suivre et ne pas manquer cette vidéo. Évidemment, en commentaire, n'hésite pas à mettre toi tes flops de l'année, tes plus grosses déceptions, si tu partages mon avis, si tu partages pas mon avis. Honnêtement, je serais curieux de savoir si vous, dans ces flops, il y a peut-être un top à vous. Si par exemple Ninepix c'est un manga que tu as vraiment apprécié, n'hésite pas à me dire pourquoi toi tu l'as apprécié, tout ça. Vraiment ici on respecte la vie de tout le monde. C'est pas parce que moi j'ai eu un flop que je trouve que c'est un manga de merde et qu'il faut pas le lire. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre vous ce que vous en pensez en commentaire. J'ai hâte de vous lire, tout comme j'ai hâte de savoir vos tops. Donc gardez-les pour vous et on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo top.